Merci Laurent, merci à tous. Alors, on va évidemment, tout ça, on va peut-être se répondre avec Samuel, hein. Quand on a évoqué le sujet avec Samuel, on l'a conçu ainsi, c'est-à-dire que moi, je vais faire une petite intervention, on va dire, de wording et de cadre, si on fait un parallèle avec l'économie macro, et pour déjà initier un peu les opportunités, et pour justement démystifier et déproblématiser. Tu as parlé de problématiques, mais en fait, le sujet a vocation à être démystifié pour en fait offrir des opportunités. Et Samuel, donc l'introduction sera là. Samuel un peu donnera les clés, on va dire, techniques, hein. Je parle sous ton contrôle, évidemment, sur Ouais. cette petite introduction technique pour un peu voir quels sont les leviers d'opportunité. Mais en amont, il faut évidemment savoir de quoi on parle, savoir qu'est-ce que la commande publique. Alors, actuellement, ce qui régit la commande publique, c'est le code de la commande publique. Bon, d'accord ? Pas le code des marchés publics. D'accord ? Le code de la commande publique. Alors, pourquoi le code de la commande publique ? Puisque il regroupe un certain nombre de textes qui étaient un peu éparses, et notamment les deux contrats phares de la commande publique qui sont le marché public et la concession. Alors, le code de la commande publique est entré en vigueur le 1er avril 2019. D'accord ? Il découle d'une ordonnance et d'un décret, d'accord, de 2018. Sur la définition, premier élément, hein, une définition organique, et pour un peu bien préciser les choses, évidemment, l'ensemble des personnes publiques ont vocation à passer des marchés publics ou des concessions. On se concentrera quand même sur les marchés parce que les concessions, c'est un peu particulier. Mais personnes publiques, c'est l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, etc. Bon, c'est assez large. Donc ça, elles sont qualifiées, vous verrez, ce qu'on appelle les pouvoirs adjudicateurs. D'accord ? Donc c'est ça ce qu'on appelle un pouvoir adjudicateur, c'est, on va dire, les personnes publiques un peu phares. Après, vous avez une autre appellation qui s'appelle les entités adjudicatrices, d'accord, qui est un peu plus large, puisque ce sont les pouvoirs adjudicateurs et certaines personnes de droit privé qui interviennent en matière de réseau, du style transport ou énergie. D'accord ? Exemple, la SNCF est une entité adjudicatrice. C'est même plus précisément une personne privée, d'accord, mais qui, comme elle est sous l'égide de l'État, d'accord, est placée dans le cadre du périmètre de la commande publique, et elle intervient en matière de réseau de transport, donc c'est une entité adjudicatrice. Après, une définition matérielle, le marché, d'accord, un marché public, c'est une réponse à un besoin donc d'un acheteur, d'accord, un acheteur soumis au code, réponse à un besoin en matière de travaux, services et fournitures, à titre onéreux. Je schématise, hein, d'accord. Titre onéreux, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie économique, d'accord, une réponse à un besoin avec une contrepartie économique. Et donc, c'est là où la différence entre le marché et la concession se fait, puisque dans le marché, la contrepartie que vous donnez à l'opérateur, que la personne publique ou la personne privée soumise au code va donner, c'est un prix, d'accord, ou un équivalent, d'accord. Dans une concession, hein, c'est le droit d'exploiter le service ou l'ouvrage. Si cette exploitation, d'accord, est un service public, vous avez affaire à une délégation de service public. À côté de ça, donc, vous avez la définition, donc on vient de l'évoquer, et en application de cette définition, donc, vous avez des procédures qui sont mises en œuvre spécifiques lorsque l'entité en cause, l'acheteur, va passer à marché. Alors, 3 éléments à distinguer. Vous avez une dispense possible de procédure, c'est-à-dire dispense de publicité de mise en concurrence. Vous avez des cas de dispense de publicité de mise en concurrence. Premier point. Second point, en deçà des seuils européens, vous avez ce qu'on appelle la procédure adaptée, c'est-à-dire c'est une procédure que l'acheteur va lui-même concevoir. D'accord ?
il choisit comment il va la passer. Au-delà des seuils de droit européen, vous avez les procédures formalisées. Et ces procédures formalisées, quelles sont-elles? C'est l'appel d'offres, d'accord, le dialogue compétitif et la procédure négociée. Alors, en matière de fourniture et de services, pour l'État, c'est 139 000 euros, d'accord, et pour les collectivités territoriales et autres, d'accord, alors je schématise parce qu'il y a d'autres personnes publiques, mais c'est 214 000 euros, d'accord. Pour les travaux, c'est 5 350 000. Dans quel cas je me trouve dans l'appel d'offres, dans quel cas je me trouve dans la procédure négociée, dans quel cas je me trouve dans la procédure compétitive. C'est quel type de contrat, enfin, quel type C'est pas le type de contrat, c'est l'objet en fait. Alors, c'est pour ça, attends, j'allais te donner l'exemple justement. Si tu fais comment s'appelle, un bâtiment simple, d'accord, un annexe de mairie, enfin, après, on peut affiner à l'infini. Hein. Si tu fais un bâtiment simple, une mairie, bon, ben voilà, là, si tu passes sur un appel d'offres, c'est pas compliqué, quoi, d'accord. En revanche, je donne un exemple, tu as un besoin, d'accord, et tu ne sais pas comment y répondre, d'accord, tu ne connais pas la meilleure façon d'y répondre. Alors, si on est dans le domaine du bâtiment, un exemple, ton besoin, par exemple, tu es une autorité publique, tu veux faire en sorte que les gens puissent traverser un fleuve. D'accord. Bon, là, alors, c'est un exemple de la commission, hein, c'est pas de moi, mais tu ne sais pas, d'accord, si le mieux, ça va être un tunnel ou un pont. Donc, voilà, donc là, tu sais comment donner des spécifications techniques pour un pont, tu sais pour donner les spécifications techniques pour un tunnel, mais dans ton cas, tu as encore des doutes, mais ton besoin il est fixé, etc. Ben là, par exemple, tu peux passer en dialogue compétitif, c'est-à-dire que tu vas discuter avec les candidats pour faire ressortir la solution qui serait la plus optimale à ton besoin. Voilà, alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'appel d'offres, c'est un peu la procédure reine, c'est la procédure phare, hein, c'est celle qui n'est pas de négociation. Hein. Le reste, le dialogue compétitif et le négocier, ça reste des procédures un petit peu, on va dire, pas exceptionnelles, parce que le terme est impropre, mais qui sont quand même conditionnés dans leur recours. Et notamment, les leviers les principaux, c'est dans le changement un peu de logiciel, c'est que la commande publique maintenant, vraiment, l'idée c'était qu'elle soit un peu au service de l'économie en règle générale, d'accord, pas seulement un achat pur, mais qu'elle soit une aide pour les opérateurs économiques. Et là, il y a eu pas mal de... Alors, évidemment, vous avez des mécanismes classiques, alors qui ne sont pas des procédures, mais en fait des conditions d'achat, d'accord, qui permettent l'accès aux PME. Et les obligations d'allotir, par exemple, ça permet l'accès aux PME. Dans les dispenses de publicité de mise en concurrence, maintenant, vous avez tout plein de nouveaux dispositifs, d'accord, qui ont été mis en place, notamment une dispense de mise en concurrence pour les denrées alimentaires en deçà de 100 000 euros, une dispense générale de mise en concurrence pour tous les marchés en deçà de 40 000 euros, pour les travaux en deçà de 100 000. Donc, et tout ça, pardon ? Quand tu dis dispense de mise en concurrence, c'est que tu peux passer un marché de gré à gré. Exactement. Et donc, l'idée, je pense, c'est pour, au niveau des clubs d'entreprise, etc., hein, bon, à partir du moment où on n'est pas une grosse boîte, etc., c'est de s'intéresser à la commande publique, de s'intéresser aussi à ce qui en découle, c'est-à-dire les possibilités de sous-traitance. Ça existe aussi beaucoup. Hein, beaucoup de PME accèdent à la commande publique via la sous-traitance, d'accord. Et puis surtout de s'intéresser, on va dire, aux gisements qui existent. Et il y a les clés. Hein. Samuel vous expliquera comment on fait pour savoir où on trouve les avis d'appel public à la concurrence, comment éventuellement, et puis comment on peut faire valoir aussi son activité, hein, puisque en deçà d'un seuil qui est quand même relativement important, hein, bon, pour les travaux, alors bon, c'est vrai que pour les travaux, c'est 70 000 euros actuellement, il n'y a pas de publicité mise en concurrence, mais après,
40 000 euros pour des services ou fournitures, ça peut être intéressant. D'accord? C'est parce que tu en penses, Samuel, si tu avais des choses aussi à ajouter sur la présentation un peu macro. Non, non, du tout. Bon, t'écoutes. Non, mais comme disait Laurent, c'est vrai qu'en dessous de certains seuils, donc les marchés, il n'y a pas de publication. Et donc là, c'est très intéressant pour les sociétés qui veulent répondre d'aller rencontrer les acheteurs hors période de marché. S'il y a un marché dans le même domaine, bon, c'est pas une bonne idée. Mais c'est intéressant, par exemple, d'aller rencontrer les services techniques des mairies, les services communication, ça dépend dans quelle activité on est. Mais c'est très intéressant de se faire connaître auprès des acheteurs avec qui on veut travailler. Il y a également, donc maintenant tout est dématérialisé. Ce sont plusieurs plateformes qui publient les marchés. Et sur certaines plateformes, on peut donc s'enregistrer, décrire son activité, décrire sa société. Et on peut ainsi être contacté directement par les acheteurs. C'est le sourcing dont parlait Laurent tout à l'heure. Mais mis à part ça, donc quand les marchés sont publiés, selon les montants, ils peuvent être publiés, par exemple, dans la presse quotidienne régionale, Sud-Ouest, Ouest-France, etc. Ils peuvent être publiés sur des plateformes uniquement. Ils peuvent être publiés au BOMP, c'est le bulletin officiel des annonces des marchés publics, le journal officiel français. Ils peuvent être publiés pour les très gros marchés au JOU, c'est le journal officiel de l'Union européenne. Et donc là, on parlait des vaccins tout à l'heure. Il y a des appels d'offres en ce moment pour fourniture de vaccins. Donc il y a des marchés voilà, avec des montants à plusieurs millions d'euros. Et après, mais vous avez aussi des plus petits marchés. Et c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que de plus en plus de marchés, au lieu de publier un marché global très gros et auquel une petite PME va pas pouvoir répondre parce qu'elle a qu'un savoir-faire spécifique, les marchés sont divisés en plusieurs lots. Par exemple, dans le bâtiment, il y a un lot menuiserie, un lot électricité, plomberie, etc. Et là, les PME, TPE, PME ont vraiment un rôle hyper important à jouer parce qu'elles peuvent répondre plus facilement à ces marchés-là. Et donc, les marchés sont publiés si on compte les sites internet des mairies, les plateformes, sur plusieurs milliers en fait de sources d'informations. Et c'est là où j'entre en jeu, c'est que pour une société qui veut répondre régulièrement à des marchés, il faut mettre en place une veille pour pouvoir trouver ces marchés-là au plus tôt, parce que vous avez des fois 20 jours, 30 jours pour répondre, ça va très vite, et donc il faut les trouver au plus tôt. Et donc là, voilà, moi j'entre en jeu parce que la société, si elle veut, elle peut s'abonner chez moi, et tous les jours, je vais aller surveiller sur ces milliers de sources d'infos s'il y a des appels d'offres intéressants pour elle, et je lui diffuse le lendemain matin un rapport de veille avec tous les marchés intéressants. Samuel, excuse-moi, juste une petite question, parce que Ouais. du coup, ça m'interpelle ce que tu dis, parce qu'il y a les marchés, enfin, les marchés publiés sur les plateformes, et en dessous de 40 000 euros, il n'y a pas obligation. Si. Ouais. Donc en fait, il faut aller voir les personnes physiques dans les mairies. C'est ça, c'était le début de mon intervention. Non, mais je veux que tu me confirmes bien que toi, tu vas pouvoir identifier d'une manière automatique les marchés qui sont publiés. Ouais. Mais Après, tu as des acheteurs qui ne sont pas obligés de publier une annonce, mais qui le font quand même parce qu'ils veulent avoir plusieurs réponses. Tu me confirmes, Laurent? Oui, tout à fait, exactement. Voilà. Ils peuvent faire ça. Je crois que tu vas être d'accord avec moi, parce que tu fais du commerce là-dedans. Le marché public, il n'échappe pas au lobbying, c'est-à-dire que
la rencontre physique avec les interlocuteurs, leur appréciation de ta qualité humaine, machin, va influencer de toute façon sur leur choix. Voilà, je vais vous donner un contre-exemple. C'est que au mois de mars, là, j'ai accompagné une boîte de clim, 2 associés, 2 secrétaires, 3 poseurs, à peu près 1 500 000 € de chiffre d'affaires, 5 ans d'existence. Et en fait, le gars m'a contacté, il m'a dit, je veux me lancer dans les appels d'offres. Il n'avait jamais fait un appel d'offres. Il a rencontré l'acheteur et c'était en fait le contre-exemple, puisque lui, lors de la visite du site, le gars lui a expliqué qu'il avait vu des très grosses boîtes, il avait vu Engie et autres. Et en gros, il lui a dit, j'ai pas envie de travailler avec des grosses boîtes comme ça, je veux une boîte de proximité, réactive. Je veux absolument que les délais soient respectés. Ben, premier marché répondu, il a remporté. Tu es bien d'accord que c'est bien la rencontre avec l'acheteur qui a motivé le choix. Mais voilà, en fait, c'est un ensemble. Mais comme tu dis, c'est ce que je conseille toujours, même si la visite est facultative. Je dis toujours aux clients, allez-y, vous allez pouvoir choper des infos très importantes. Comme dit Laurent, une rencontre humaine qui peut être vraiment déterminante. Alors, sur les appels d'offres, est-ce que vous pouvez justement expliquer la notion de mieux disant et moins disant et de pondération? C'est-à-dire qu'en fait, sur un appel d'offres, on peut pondérer parce qu'en fait, il y a des critères liés au choix. Voilà. Et donc, en fait, on va avoir des critères de pondération en fonction de la qualité, de la quantité, du prix, etc. C'est ça, c'est que ce que disait Laurent, c'est que moi, mon rôle, c'est de permettre aux sociétés de répondre rapidement à un appel d'offres sans connaître tous les fonctionnements, tout le cadre juridique. Et je vais les alerter sur les points sur lesquels insister. Et comme tu dis, Fabrice, il y a des critères d'attribution. Des fois, ça va être 70% le prix et 30% la technique ou la qualité ou inversement. Au contraire, parce qu'en fait, on peut très bien avoir 70% par exemple sur toute la partie fonctionnelle du projet, voilà. Et puis 30% sur la partie tarifaire. Voilà, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne répondent pas au marché parce qu'ils pensent que c'est le prix qui est à chaque fois déterminant. C'est pas vrai. Des fois, c'est surtout l'acheteur, il va chercher une qualité, il va chercher une technique, une proximité, une réactivité. Et donc, c'est pas forcément toujours le prix. Et donc, c'est là où je vais dire au client tous les éléments nécessaires à la réponse et les points sur lesquels il devrait insister. Et après, la mieux-disante, c'est un petit peu un mix entre un bon tarif et une offre techniquement correcte, quoi. Toi, aujourd'hui, du coup, sur l'aspect pratique, nous, en tant qu'entreprise, finalement, quels seraient les conseils que tu nous donnerais pour agir sur le marché public? Ça serait quoi les 3-4 règles, les trois trucs commerciaux qu'on devrait faire pour agir sur le marché public, pour rentrer dans le marché public? Ouais, mais pour résumer, ouais, donc allez rencontrer les acheteurs. Par exemple, tu es implanté au Hayan, aller voir la mairie du Hayan selon ton activité, le service com, les services techniques ou autres. Après, ce qui peut se faire, répondre à des petits marchés, même si tu sais que tu l'auras pas, ça peut être un entraînement et ça peut être une façon de se faire connaître de l'acheteur. Donc, en remettant un beau dossier qui présente bien ta société, ça peut être intéressant. Et puis, ouais, ne pas avoir peur de répondre parce que, comme disait Laurent, le premier marché, ça fait un peu peur parce que des fois, il peut y avoir pas mal de documents à fournir, d'infos. Et le plus compliqué, c'est le premier, je dirais, parce que ça met en route une dynamique. On n'a pas forcément un mémoire de présentation de la société, une liste de références clients sur 3 ans. Voilà, les boîtes ont peut-être pas tout ça, mais une fois que c'est mis en forme, ça peut se réutiliser très facilement et donc ne pas hésiter à regarder parce qu'il y a énormément de besoins. Là, Ça, si je c'est ton regarde, il y a pas loin il y a 41 000 marchés à peu près en France là
à l'heure où on parle. Ouais, juste Samuel, c'est ton métier de mettre en forme, en fait, finalement, ces types de documents. Ouais, mon métier, c'est de mettre en forme ça et je peux le faire vraiment rapidement, quoi. Il y a des boîtes qui me contactent des fois pour des réponses en un jour ou deux, je le fais. D'accord, ouais, donc c'est ça. Bon, et dernière chose que tu disais, c'est le dernier point que j'avais souligné, s'inscrire sur des plateformes qui permettent de faire la présentation de son entreprise, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a des pages qu'on appelle du sourcing, où là, tu enregistres ta société et tu peux être contacté directement en dessous des seuils. Ouais, Ça arrive, ça? ouais, ouais, ça arrive, ouais. D'accord. Tu n'as pas parlé des coûts. Est-ce que ça a des coûts de se brancher sur les marchés publics? Alors, Des coûts minimums? tu t'inscris gratuitement sur ces plateformes-là. Tu peux même mettre en place des veilles automatisées. Alors, bon, vu que c'est automatisé, c'est pas toujours très précis et c'est là où moi j'ai une valeur ajoutée, c'est que je vais vraiment analyser ce que je trouve pour envoyer des marchés ciblés. Mais tu peux t'inscrire gratuitement sur ces plateformes-là et répondre. Et maintenant, tout est dématérialisé. Tu n'as plus des tonnes de papier, d'encre à consommer, de recommander, envoyer et tout. Tu peux. Mais il n'y a pas des coûts pour les signatures électroniques, des Alors, choses comme si. ça? Ah, Donc, il y a la signature électronique. Donc, ils ont un petit peu assoupli. Maintenant, c'est rare qu'ils demandent de signer au moment du dépôt. Mais parfois, ils peuvent t'imposer de signer électroniquement si tu remportes le marché. Et donc là, il faut à 280. peu près compter 150 euros une signature électronique. Tant que ça? Ouais. Tant que ça? Pour le certificat. Merci, merci Laurent, merci Samuel pour votre intervention. C'est sûr que la commande publique est un sujet qui demande parfois, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est justement un débat, c'est un débat public presque, j'ai envie de dire, c'est clair. On voit qu'il y a un vrai intérêt parce que de toute façon l'acteur public est quand même très important en France. Est un des donneurs d'ordre les plus actifs et c'est aussi celui qui peut relancer l'économie finalement. Donc, à ne surtout pas négliger. On a noté qu'il faut aller voir les gens physiquement dans les mairies. On a noté qu'il faut faire appel à Samuel pour il faut réunir. surtout avoir Samuel dans sa poche, oui, c'est sûr. On a noté qu'il faut avoir Samuel pour rédiger rapidement nos mémoires d'entreprise, etc. Et Laurent. Et ensuite, on a noté aussi qu'il est important de bien être protégé juridiquement par Laurent qui va peu nous aider à parfois sortir de quelques ornières. Oui, parce que